Salut à tous! En France, nous avons la chance d'avoir de nombreux intellectuels brillants qui ont retenu les leçons des précédentes guerres. Ils ont le sens de la mesure, des responsabilités et des réalités. Les gens dont on va parler aujourd'hui n'en font pas partie. Le va-t-en-guerre est un petit intello autoproclamé de salon dont la pensée se résume à répéter la ligne officielle de la politique étrangère américaine ou de l'OTAN, ce qui est à peu près la même chose. Il usurpe souvent le titre de philosophe ou d'expert pour donner du prestige à ses élucubrations, car ce prestige est nécessaire si on veut pouvoir mettre à jour le logiciel mental du PNJ qui est très sensible aux marques d'autorité superficielles, comme peuvent l'être les blouses blanches, les cravates, les diplômes, les titres, les fonctions, ou encore l'utilisation abusive du subjonctif. Officiellement pacifistes, surtout quand il faut nous fourguer la soumission à la construction européenne, ils savent aussi nous vendre la guerre lorsque les intérêts de leur maître le nécessitent, mais c'est toujours la guerre au nom de la paix. Répondant à Emmerich Choprad qui s'inquiète de la montée des tensions entre l'Est et l'Ouest, le grand philosophe Enthoven nous avertit. À l'attention des raisonneurs, des munichois, des planqués, des frocs baissés et des suceurs de tyrans, il est beaucoup plus dangereux de se coucher devant Poutine que de lui résister. On ne flatte pas la force, on l'arrête. Dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Ceux-là même qui vantent la discussion, le compromis, l'abandon des rancœurs et des haines nationalistes comme une source de paix et de bon voisinage entre la France et l'Allemagne ont été incapables d'appliquer la même logique de bon voisinage entre l'Union européenne et la Russie ces dernières décennies. Ah oui, mais Poutine il est méchant, il n'a pas les mêmes valeurs que nous, et puis il pense pas comme nous, et blablabla. Alors maintenant qu'on a bien laissé pourrir la situation et que le dentifrice est sorti du tube sous la forme d'une colonne de char T90, c'est compliqué de se mettre autour d'une table pour faire parler la diplomatie sans ressentir en toile de fond une légère pression militaire. Que l'on cherche à rééquilibrer le rapport de force pour sauver la face avant d'entamer des discussions de désescalade, pourquoi pas. Mais de là à jeter de l'huile sur le feu et prétendre imposer ses vues à une puissance nucléaire par la force, sans aucune concession, ça me semble un peu téméraire, hein. Surtout pour le petit Enthoven. Certains de ses admirateurs, le voyant déjà prendre un pactage et une arme, furent déçus d'apprendre qu'il ne joindra jamais l'acte à la parole, comme d'autres écrivains l'avaient fait en leur temps. Car selon lui, une guerre se gagne quand chacun est à sa meilleure place, et je suis, à regret, plus efficace avec un clavier qu'avec une mitraillette. C'est dire s'il faut pas lui confier de mitraillette. Alors j'ignorais que nous étions en guerre avec la Russie, c'est quand même pas quelque chose d'anodin sur lequel on peut se permettre d'être approximatif. Mais j'imagine que cette éventualité n'effraie pas celui qui ne sera jamais en première ligne, qui se croit à l'abri des désagréments de la guerre, et dont l'implication dans le conflit se limitera à tweeter sa moraline depuis son 200 mètres carrés parisien, ou bien new-yorkais, si vraiment ces tweets n'ont pas suffi à arrêter la force des tyrans. Ce qui est assez probable. La guerre sans l'aimer, et surtout sans la faire. Enthoven marche dans les pas d'un maître en la matière, ce bon vieux Bernard-Henri Lévy. Alléché par l'odeur du sang et du conflit armé, le petit télégraphiste de l'Empire a relevé le nez de son tas de cocaïne, déterminé à aggraver la situation de toutes les façons possibles pour le bien des populations locales. Et un petit peu pour les intérêts du maître atlantiste qui veut voir les Russes mordre la poussière. Faisant la tournée des plateaux de télé, dont il semble avoir les clés, il vient nous expliquer quoi penser de la situation et quelle est la bonne politique à adopter si on veut être du bon côté. Et vous voulez être du bon côté, n'est-ce pas ? Alors bien que l'aspect de ce vieillard féconde la vermine et que ses paroles soient du vomi dans nos oreilles, nous allons nous infliger les propos qu'il a tenus dans une émission de CNews, parce qu'il centralise ici le socle de la propagande des faucons, censé susciter l'adhésion des PNJ à la guerre. Alors pour commencer, il nous explique que s'intéresser à la jeunesse du conflit n'est que littérature. L'extension de l'OTAN, le coup d'état du Maïdan, les violations des accords de Minsk, ou encore la mainmise progressive des États-Unis et de l'Union européenne sur l'Ukraine, tout ça ne sont que des faux fuyants, et même une insulte faite aux populations qui vivent dans des caves à cause des bombes russes. Les bombes sont russes, pourquoi aller chercher plus loin ? Les malheureux pays d'Europe centrale, kidnappés par la Russie pendant 50 ans, qui ont fini par pendant 30 ans, qui ont fini par s'en libérer, seraient responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux dames de Kiev qui accouchent dans les caves et aux enfants qui ont peur sous les bombes. Non, il faut refuser, mais il ne faut même pas mettre un bout du petit doigt dans cette logique de raisonnement. La seule responsabilité que BHL reconnaît à ses maîtres américains, ce n'est pas d'avoir été trop agressif, mais au contraire d'avoir été trop mou ces dernières années et d'avoir abandonné le terrain aux méchants. Il en vient ainsi à se contredire en moins de 10 minutes, affirmant que la justification du conflit par Poutine est sans fondement,
puisque l'OTAN aurait refusé l'adhésion de l'Ukraine, et en même temps, il reproche à Biden de ne pas avoir accéléré l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour la protéger de l'impérialisme russe. L'OTAN est une alliance défensive et qui malheureusement n'a pas voulu accepter l'Ukraine. Donc là, les éléments de langage du Kremlin sont à côté de la plaque. Mais elle s'est étendue. Le Kremlin dit c'est parce que l'OTAN voulait s'étendre en Ukraine qu'on a attaqué l'Ukraine préventivement. C'est un mensonge. L'OTAN en 2008 a dit on ne veut pas de l'Ukraine. On dit à l'Ukraine, on fait la politique de la porte ouverte, peut-être un jour, évidemment, il ne rentre pas, il ne rentre jamais. Le président Zelensky, qui est parfois présent dans les organisations de l'OTAN, dans les réunions de l'OTAN, pardon, et de l'autre côté, pourquoi est-ce que les Américains refusent qu'ils entrent dans l'OTAN? Parce qu'ils savent très bien la réaction que ça provoquerait chez Poutine, qui le dit depuis 15 ans. Donc, on ment à la fois à l'Ukraine, à la fois à la Russie, et on joue sur ces deux tableaux. On peut quand même interroger la responsabilité de Joe Biden, qui pendant 3 semaines, alors que les troupes russes s'amassaient à la frontière, n'a pas dit une seule fois l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ça, c'est... Ou l'inverse, l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN. Ou l'inverse, mais assumer au minimum une position. Moi, je suis d'accord pour mettre en cause la responsabilité non seulement de Joe Biden, mais de Donald Trump et de Barack Obama, qui sont engagés maintenant depuis 15 ans dans un processus dramatique de retrait de la scène internationale. Ça fait 15 ans, depuis Obama et depuis la non-intervention en Syrie, depuis qu'il a fixé une ligne rouge, quand elle a été franchie, il a dit « allez-y les petits gars, continuez ». Depuis ce jour-là, les Chinois, les Russes, les Iraniens et les néo-ottomans savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde, que le monde est redevenu un terrain de jeu pour leur mener les plus guerrières. Pour BHL, il y a le bon impérialisme, l'américain qui est protecteur et défensif, et il y a les mauvais impérialismes, agressifs et conquérants. Il y a les civils morts pour de nobles causes et ceux qui sont atrocement assassinés. Si Vladimir Poutine défend de manière atroce ses intérêts, tous les gouvernements du monde, à commencer par les Américains, le font aussi salement. Mais les démocrates les défendent pas de manière atroce. Vous venez de le dire. La grande différence entre les Américains ont fait des trucs atroces, pardonnez-moi. On fait, je parle aujourd'hui. Mais où font Aujourd'hui, une grande différence entre la Russie et l'Amérique, c'est que la Russie défend ses intérêts de manière atroce, l'Amérique les défend de manière pas atroce. Pardonnez-moi. Oui, mais l'ennemi est donc désigné. C'est Poutine. Il est dangereux, impérialiste, menteur, atroce et entièrement coupable. Il s'est levé un matin, il a envahi l'Ukraine sans raison. Je veux bien qu'on discute des justifications de la Russie à la guerre, mais dire qu'il n'y en a aucune et que le type est juste cinglé, ça me semble un petit peu débile. Voilà. Des Russes qui font partie de la civilisation européenne, au sens où on l'entend, au sens commun, qui se conduisent comme des barbares. Et cela, il faut les arrêter. Et l'Amérique, hélas, elle est du bon côté, mais elle n'est pas assez active. Et ça va plus loin, car l'ingérence américaine en Ukraine relève du complotisme. Réfléchir, c'est déjà trahir. Il est strictement interdit d'évoquer des faits qui pourraient expliquer la politique de la Russie autrement que par la folie de son dirigeant. J'étais sur le Maïdan en février, en mars 2014, à 2 reprises et assez longtemps, etc. Je peux vous dire qu'il faut avoir l'âme vraiment tordue et complotiste pour voir la main de l'étranger, la main de l'OTAN ou la main de l'Amérique derrière ce mouvement d'insurrection populaire pro-européen et magnifique dont j'ai été le témoin à l'époque. Vous avez vu que il n'y a donc rien à remettre en question dans la politique occidentale, sinon sa mollesse. Discuter avec Poutine, c'est déjà collaborer. Alors pour le bien des populations locales, il est important d'arrêter cette guerre au plus vite, en aggravant la situation. On va envoyer plus d'armes, plus de munitions, et pourquoi pas un jour plus de soldats, si le magnifique combattant de la liberté ukrainien venait à défaillir. Et vous êtes d'accord que les accords de Minsk n'ont pas été respectés? Moi, je suis d'accord qu'il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter la machine de guerre de Poutine. Tout le monde est d'accord. Voilà, mais c'est ça la seule question. C'est l'urgence. Après, je reviendrai volontiers avec vous, parler du droit international, parler de l'histoire des accords de Minsk, venir avec Villepin parler mais laissez Villepin. Des printemps arabes. Non, mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, il y a une urgence absolue. Je ne dis pas qu'il faut intervenir en Ukraine. Je dis qu'il faut arrêter la guerre. Je ne dis pas qu'il faut envoyer des soldats. Zelensky est très clair, vous savez. Quand Joe Biden lui a proposé une exfiltration, il a eu cette phrase magnifique. Il a dit « Mon petit gars, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. » Il aurait pu dire « J'ai pas besoin de soldats,
j'ai des soldats magnifiques, j'ai des braves, j'ai des femmes et des hommes qui défendent le pays. Ils ont juste besoin d'avoir des armes qui ne datent pas d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, plus d'armes, plus de munitions, et hors de question de laisser la moindre porte de sortie diplomatique à Poutine, ce serait se coucher. En fait, il n'y a qu'une seule voie acceptable pour BHL, le retrait immédiat et sans concession des troupes russes de tout le territoire ukrainien, et la destitution de Poutine par une révolution populaire, romantique et spontanée, évidemment. Oui, il a un sens assez personnel de la diplomatie. Votre position, c'est de ne pas intervenir de manière militaire. Votre position, c'est donc de laisser place à la diplomatie. Mais comment parler avec Poutine ? Il faut... La diplomatie, c'est bien. Mais la diplomatie, ça ne veut pas dire se coucher. Voilà. Diplomatie, étymologiquement, ça veut dire se courber en deux. Diplomatie, c'est ça. Ça veut dire se casser en deux de respect et d'obséquiosité devant l'adversaire. La diplomatie ne doit pas être cela. La diplomatie, ça doit être aussi le langage de la fermeté, ça doit aussi être le langage de la menace et ça doit être le langage de la sanction. Quand les Français, quand l'Union européenne transforme la Russie en État paria, s'il menace Poutine d'être traduit devant un tribunal pénal international, c'est encore de la diplomatie. Mais dans la diplomatie, si on se projette, il faut lui donner une porte de sortie pour qu'il garde bonne figure, Poutine, pour qu'il puisse accepter les conditions, ou alors il faut complètement l'écarter du pouvoir. Et à ce moment-là, comment ? Moi, je souhaite qu'il soit écarté du pouvoir. Je souhaite que l'écarte du pouvoir son peuple, c'est-à-dire les femmes et les hommes vaillants qui, au péril de leur vie et de leur liberté, manifestent tous les jours dans les rues de Saint-Pétersbourg. Mais comment on fait ? Parce que c'est lui l'interlocuteur. Faut quand même qu'il... C'est eux qui vont l'écarter du pouvoir. Oui, mais ça, c'est pas demain. Donc vous pensez que c'est plus ça que de lui donner une porte de sortie, je le répète, pour qu'il garde bonne figure et qu'il permette d'aller à la négociation, qu'il ait quelque chose en clair. Chacun sa responsabilité. Les peuples ont la responsabilité de maintenir au pouvoir ou de détrôner leurs dirigeants. Les diplomates étrangers ou les chefs d'État, comme Emmanuel Macron, ont la responsabilité, en effet, de faire que s'arrête le massacre là tout de suite. Alors si pour que s'arrête le massacre, il faut lui permettre de, comment vous dites, de sauver la face. Oui, mais il faut lui donner quoi dans la négociation ? Quoi, pour l'instant, il faut qu'il se retire, il faut lui donner rien, il faut qu'il sorte de l'Ukraine, il faut qu'il rappelle son armée, il faut qu'il arrête. Vous disiez vous-même diplomatie, c'est se courber. Diplomatie, c'est non. C'est pas se coucher, mais c'est se courber. Non, ça peut être se coucher, ça peut être se courber, et ça peut être regarder dans les yeux. Ça peut être regarder dans les yeux un assassin galonné et lui dire « bas les pattes ». Ça aussi, c'est de la diplomatie. Ah ben oui, c'est de la diplomatie ferme. Oui. Les élucubrations de ce vieillard sont représentatives du discours dominant dans les médias, relayé par différents suppôts de l'Empire, qu'ils s'appellent BHL, Enthoven, Glucksmann, ou encore d'autres abrutis qui circulent sur les plateaux de télé pour nous expliquer que Poutine a déjà perdu la guerre. Écoutez, depuis 2 mois, depuis presque 3 maintenant, 77 jours, Poutine accumule les échecs, accumule les erreurs, accumule les discours complètement, non seulement enflammés sur la menace nucléaire, etc., mais contradictoires. Je suis presque persuadé que cette défaite, parce que c'est déjà une défaite absolument incompréhensible pour lui, le déboussole. Et que plus il recule, parce qu'il recule, il recule sur le terrain, mais il recule également politiquement, il est désormais totalement isolé. Non, je ne crois pas, non. Et la deuxième réflexion que je fais, c'est qu'il faut bien un jour ou l'autre l'arrêter. Que pour la première fois, nous sommes en situation de pouvoir l'arrêter. C'est drôle. La répétition de ces messages emballés dans un pathos dégoulinant reprogramme le PNJ qui passe du Covid à Pray for Ukraine à la vitesse de l'éclair, avec parfois quelques petits excès, des petites dérives. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Florent Coury, des RH chez Renault, qui décide de quitter femme et enfant pour rejoindre la Légion étrangère ukrainienne, bien qu'il n'ait pas de formation militaire. On pourrait penser que sa femme est simplement très chiante, mais lui explique son choix par sa volonté de protéger les plus faibles. Ce diplômé de Sciences Po ajoute que si l'on n'arrête pas Vladimir Poutine en Ukraine, il faudra l'arrêter demain à Varsovie, à Vilnius et peut-être Berlin un jour. Donc le niveau n'a pas baissé à Sciences Po, ça a toujours été de la merde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez subitement décidé d'intégrer cette légion? Il y a tout à la fois un parcours personnel et un parcours collectif. Donc le parcours intellectuel, c'est celui quelqu'un d'engagé à gauche, centre-gauche, d'une manière républicaine et dans la tradition de la gauche républicaine française, qui croit en nos traditions de liberté, égalité, fraternité et qui croit à certaines valeurs de nos démocraties qui sont remises en question fortement ces dernières années, à la fois à l'étranger par des puissances telles que la Russie qui développent un modèle autoritaire à l'opposé de nos valeurs, et également à l'intérieur même de nos démocraties. Donc ça, c'est le côté intellectuel, politique qui pousse à l'action. Et puis il y a évidemment la partie individuelle. Et là, je pense que, quelles que soient les valeurs qu'on puisse avoir, l'émotion, elle est là en chacun de nous lorsqu'il s'agit de comprendre que, en fait, ce qui se passe en Ukraine est relativement simple. Il y a un agresseur et un agressé, il y a des enfants qui dorment dans le métro de Kiev, et ces enfants, forcément, sont les nôtres. Il y a l'empathie humaine, et aujourd'hui, j'ai souhaité tout simplement aller au bout de la réflexion, mais de l'illustrer par l'action. Et c'est ça que j'ai voulu faire en venant à l'appel du président Zelensky en Ukraine, avec des moyens un peu dérisoires, me direz-vous, puisque je n'ai pas de formation militaire, mais bon, le président Zelensky a fait un appel général et j'ai souhaité le plus rapidement possible être parmi les gens qui allaient, en tout cas, témoigner de leur soutien et s'engager pour dire que la cause ukrainienne, c'est la cause de la liberté. Nous avons affaire au PNJ suprême. Il n'a aucune réflexion propre. Il est dans le pathos et la répétition du discours dominant sous la forme de mots-clés qu'il est probablement incapable de définir. Aussi, comme toute évocation de l'ingérence américaine relève du complotisme, l'idée que l'OTAN mène une guerre à la Russie par Ukraine interposée n'est pas à la portée de sa vision manichéenne du conflit. Pour lui, c'est très simple. Il y a un agresseur et un agressé. Il y a les gentils et il y a les méchants. Les Russes sont les méchants. Les méchants font le mal, et le mal c'est pas bien. Chercher des justifications au mal n'a pas de sens puisque c'est pas bien. Il faut combattre le mal pour faire triompher le bien. C'est comme ça dans tous les Disney. Et puisqu'il n'y a que deux camps, les Ukrainiens sont forcément le camp des gentils. Et les gentils ne peuvent pas faire quelque chose de mal puisqu'ils sont gentils. On en est là. Alors pour donner de la cohérence à ce manichéisme de gamin, toutes les critiques qu'on pouvait entendre sur l'Ukraine, ce pays ultra corrompu à la solde des oligarques, hop, ça a disparu. Les critiques sur Zelensky et son entourage qui baignent dans des affaires de corruption, fraude fiscale, détournement de fonds, hop, ça a disparu. Zelensky est même devenu le visage héroïque de la démocratie, le symbole du monde libre défiant le dictateur russe. Avec quand même un petit peu de cocaïne dans le pif. Mais bon. Les 8 années de guerre et d'oppression menées dans le Donbass par Zelensky et surtout par son prédécesseur Poroshenko, qui circulent maintenant en Bandera mobile, hop, ça a disparu. C'est à tel point qu'il y a un paquet de PNJ qui pensent que la guerre a débuté le 24 février 2022. Bon, ça quand même, je crois que ça s'est un peu corrigé avec le temps. Quant aux milices néo-nazis intégrées à l'armée ukrainienne, ils sont repeints en magnifiques combattants de la liberté et des valeurs de l'Europe. Ce qui n'est pas sans rappeler quelques articles des années 80 à propos d'un certain Oussama Ben Laden. Alors cette fois, il a quand même fallu expliquer la présence de quelques croix gammées à Madame Michu qui n'a pas forcément les mêmes valeurs. Alors là, on a essayé d'appliquer deux méthodes différentes. La première, c'est d'essayer de faire disparaître le problème avec la stratégie Gilbert Montagnier appliquée par BHL depuis 2014. Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites. Il n'a pas vu les Américains à la manœuvre sur le Maïdan, il n'a pas vu les groupes nazis non plus. Comme les médias, BHL a une petite propension à ne pas voir ce qui entache le narratif des gentils contre les méchants. Et c'est toujours le cas en 2022. Lors de sa visite touristique à Odessa où il vandalisera une barricade, je les ai tagués, moi-même. Il rencontrera aussi le nouveau gouverneur local, Maxime Marchenko. Il s'agit d'un ancien commandant du bataillon Haïdar à tendance néo-nazie, même s'il y avait un peu de tout dans ce bataillon et pas vraiment de ligne idéologique claire. Comme nous l'indique cet article de débunkage de Libé, qui en est réduit à ergoter sur le niveau de néo-nazisme des volontaires ukrainiens pour nous expliquer qu'au fond, cette rencontre n'est pas si grave. Le bataillon Haïdar a quand même été épinglé par Amnesty International et l'OSCE pour des exactions généralisées et répétées contre les populations du Donbass.
Alors on a beau nous expliquer que Marchenko n'est pas nommé dans les rapports sulfureux et que ce bataillon aurait été purgé de ses éléments les plus extrémistes, n'empêche que si les Juifs fuient Odessa, ce n'est pas seulement à cause d'une offensive russe imminente, mais aussi parce qu'il y a un nouveau gouverneur d'extrême droite en ville et qu'on n'est pas franchement rassuré d'être sous la coupe de ces nouveaux soldats. Le succès de la stratégie Gilbert Montagnier étant mitigé, il a fallu recourir à la stratégie d'euphémisation. Les néo-nazis ne sont pas majoritaires, d'ailleurs ils sont plus là, et puis c'est une forme de folklore, ça n'a pas la même signification, ce sont des nationalistes, mais dans le bon sens. On a tourné ici il y a quelques années, à l'époque du Donbass, il y avait la guerre en Donbass, donc on a beaucoup parlé politique avec les gens avec qui on travaillait, leur vision sur les Russes et leur position, et on a très vite compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient ultranationalistes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument. Les mêmes qui appelaient à faire barrage à la haine et à l'extrême droite aux dernières présidentielles soutiennent aujourd'hui des Ukrainiens qui seraient classés à l'ultra-extrême droite en France et même pour certains seraient condamnés pour leurs propos ou leur idéologie. Mais c'est loin de chez soi et quand c'est pour casser du russe, ça dérange pas. Et d'ailleurs, ces gens ne trouvent rien à redire à la libération d'un néo-nazi portugais qui avait très envie de rejoindre ses petits camarades en Ukraine. Ça fait sans doute de lui un courageux combattant de la liberté défendant les valeurs de l'Union européenne. On a les soutiens qu'on peut, hein. Mario Machado devait se présenter tous les 15 jours à la police pour possession d'armes illégales, discrimination raciale, incitation à la haine sur internet, etc. Il a été dispensé par le tribunal de cette obligation pour pouvoir se rendre en Ukraine, compte tenu de la situation humanitaire en Ukraine. C'est drôle. Son avocat ajoute que s'il se retrouve impliqué dans des situations de conflit et de combat, ce qui est normal dans une guerre, il peut aussi se battre, mais cela dans un aspect défensif. Oui, il va en Ukraine pour secourir la veuve et l'orphelin, c'est pour des raisons humanitaires, et peut-être qu'il devra tirer sur des gens pour se défendre, mais ce sera pas de gaieté de cœur. Bien sûr. Bref, toutes ces bizarreries, ces hypocrisies prennent sens dans une stratégie de propagande de guerre extrêmement classique finalement, que l'on retrouve à chaque conflit, et qui est encore utilisée ici autant par la partie occidentale que par la partie russe. Georgi Kuzmanovic rappelait les 10 principes de cette propagande sur Front Populaire. Je pense que vous n'aurez aucun mal à associer chacun de ces 10 principes aux propos de BHL, et plus largement aux narratifs récurrents dans les médias depuis le début de l'invasion. Les principes élémentaires de propagande de guerre, il y a 10 points. Alors je vais vous les énoncer très rapidement, mais vous allez voir, en pensant en ce moment à ce qui se passe dans cette guerre en Ukraine, que l'on soit du côté russe ou du côté occidental, le premier point, c'est « nous ne voulons pas la guerre ». Le deuxième point, le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Troisième point, le chef du camp adverse a le visage du diable. Hitler, ce que l'on veut. Quatrième point, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Point 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités et si nous commettons des bavures, c'est bien évidemment tout à fait involontairement, ce que tu disais. 6. L'ennemi utilise des armes non autorisées, alors que nous jamais. 7. Nous subissons très peu de pertes. Les pertes ennemies sont énormes. Alors là, c'est caricatural, en guerre en Ukraine, des deux côtés. Les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause, c'est le point 8. Point 9. Notre cause a un caractère sacré. Et point 10. Ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. C'est exactement le discours de Poutine hier. Clair et net. Notre cause est sacrée. C'est les points 9 et 10. En étant passé par toutes les phases avant et qui se terminent par ceux qui... il a fait la George Bush. Vous êtes avec nous ou contre nous. Ça rejoint finalement. Quand des proches faisaient de l'humour en disant l'ennemi est bête, il pense que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui, c'est un peu un résumé de cette... parce que c'est très caricatural, effectivement, ces points-là. Oui, c'est caricatural, mais ça marche strictement de cette manière-là. Sous couvert de défendre la paix et de protéger les plus faibles, le va-t-en-guerre nous vend l'aggravation du conflit qui ne peut aboutir qu'à l'exact inverse de ses intentions affichées, comme on va le voir maintenant. Car en réalité, personne n'en a rien à foutre des civils ukrainiens. En 2014, les États-Unis et l'Union européenne n'avaient pas soutenu la révolution pour le bien de la démocratie et des populations locales. C'était pour sortir l'Ukraine du giron russe et piller le pays au passage. Il est donc hors de question d'aller mourir dans une guerre ouverte avec une puissance nucléaire pour des gens dont on n'a rien à foutre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ils s'en tapent que l'Ukraine gagne la guerre. Ce qui compte, c'est que la Russie la perde.
Et pour ça, il est beaucoup plus facile et moins cher de transformer l'Ukraine en bourbier de type Vietnam ou Afghanistan, comme l'a proposé Hillary Clinton. Et pendant qu'on parle de la gérontocratie américaine, il en pense quoi de tout ça, George Bush? Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. Ah oui, oula, c'était peut-être pas le bon exemple. On va plutôt écouter le président en exercice, il doit être un peu plus frais. How do we get to the place where, you know, Putin decides he's gonna just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II. Ah bah oui, mais ça c'est un morceau choisi, c'est facile de le faire passer pour un vieil... Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de dire bonjour dans le vide? Ouais, bon, passons. Alors pour embourber les Russes dans un Ukrainistan, on va déjà prendre des mesures de rétorsion économique, mais on en parlera dans un épisode dédié. Et puis on va envoyer des armes et on va glorifier et encourager la magnifique résistance des Ukrainiens, y compris celle des civils. Parce qu'il faut bien les motiver à faire le sale boulot qu'on veut pas aller faire sur place. C'est bien beau d'envoyer des armes, mais faut des gens pour les tenir. À Dniepro, Maryse Burgot, Stéphane Guillemot et Yann Cadouche. Nous sommes ici dans un endroit stupéfiant. Ces dizaines de volontaires fabriquent ici, tous les jours, des centaines de cocktails Molotov artisanaux. 1500 cocktails Molotov artisanaux fabriqués par jour. Nous sommes ici dans une école et c'est la directrice de l'école qui organise tout cela. Imaginez, il existe 5 endroits dans la ville où je me trouve où sont fabriqués tous les jours ces cocktails Molotov. Ils sont lancés sur les chars russes. Il existe déjà des dizaines de vidéos sur la toile où l'on voit des civils qui lancent en fait ces cocktails Molotov sur les chars russes. Je vous propose de voir la fin du processus de fabrication. Ici, les hommes mettent le liquide inflammable dans ces bouteilles et d'autres hommes viennent les récupérer pour les envoyer sur les barrages, n'importe où ce sera nécessaire. Incroyable illustration de la mobilisation du peuple ukrainien. Elle me dégoûte. Coconne jouit sur place à l'idée que monsieur et madame tout-le-monde vont aller se jeter sur des chars et des blindés avec un cocktail Molotov à la main. Elle se rend compte qu'on n'est pas loin de l'attaque suicide? C'est dangereux, ça n'a pas grande utilité, et si les Russes ne te canardent pas quand tu arrives, ils le font quand tu repars. Alors on peut trouver courageux et louable de défendre son pays, mais transformer les civils en soldats de fortune, vous me ferez pas croire que ça va dans le sens de leur sécurité. Quand ils auront vu 2-3 de leurs camarades transformés en grillades, il est certain que les soldats russes vont se mettre à canarder les civils au moindre comportement suspect. Contrairement à Coconne, je trouve que cette situation n'a rien de réjouissante. On appelle ça un drame. Ces gens aimeraient sûrement faire autre chose de leur vie que d'aller brûler vifs d'autres gens qui vont essayer de leur tirer dessus. Zelensky est allé un peu plus loin au début du conflit en distribuant des armes légères à tous ceux qui en voulaient, y compris des civils, sans aucun contrôle ni encadrement militaire. On peut penser que c'est mieux que rien, mais la rencontre entre un char et un 9 mm ne peut aboutir qu'à la création de mèmes sur YouTube. On le voit aussi avec la question des bâtiments civils. Il est parfois reproché à l'armée ukrainienne de se planquer derrière les civils en stationnant trop près des bâtiments d'habitation ou en prenant position sur des toits ou dans des appartements sans toujours prendre en considération la présence d'habitants sur place. Il arrive aussi qu'ils se cachent et tirent depuis des écoles, des hôpitaux, des aires de jeux pour enfants, etc. Selon certains, il s'agirait d'une tactique délibérée pour dissuader les Russes de bombarder ces bâtiments dont la destruction peut être mal perçue par l'opinion publique internationale, si tant est que les Russes en aient quelque chose à foutre. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cette arrière-pensée est sciemment utilisée, mais le reproche est un peu spécieux étant donné que les villes ne sont composées que de bâtiments civils, et on s'attend pas à ce que les Ukrainiens restent au milieu de la route comme des jambons. Par contre, on peut reprocher aux médias occidentaux de présenter la destruction de ces bâtiments comme des attaques délibérées contre des cibles civiles.
On vous parlera de la destruction d'une école sans préciser qu'elle a été transformée en fabrique de cocktails Molotov, par exemple. On vous parlera de la destruction d'un centre commercial sans préciser qu'il était devenu une base militaire. Nous allons dans un lieu tenu secret. Les autorités nous ont autorisés à filmer. C'est un centre commercial métamorphosé en base d'approvisionnement pour les soldats. Je suis volontaire. Je fais la guerre, je viens chercher ici des équipements. Quoi par exemple? Des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles, des treillis, des gants, des couvertures, du matériel qui va se retrouver sur la ligne de front dans quelques heures. Avant de rejoindre sa position, ce réserviste imprimeur dans le civil vient pour une coupe de cheveux réglementaire. Vous avez coupé beaucoup là? Non, ça va. Là, vous vous sentez totalement dans la peau d'un militaire? Oui, je me sens décidé et sûr de moi pour défendre ma patrie, l'Ukraine. De nombreux bénévoles œuvrent pour le moral des troupes. Les militaires sentent qu'on les aime, que nous sommes forts ensemble et que nous croyons en eux et en notre pays. Ce magasin de lingerie est devenu un hôpital de campagne, prêt à recevoir des blessés de guerre. Aujourd'hui, l'infirmière prend en charge un soldat qui souffre d'une pneumonie. À l'abri des bombes, certains viennent ici tout simplement pour chercher un peu de réconfort. Cette invasion n'est pas seulement contre l'Ukraine, cette guerre est contre l'humanité et la liberté. Avec ces rollers, c'est un petit peu le rappel de la vie d'avant, puisqu'ici, c'était une salle de sport où on faisait du skateboard, où c'était la détente absolue. Aujourd'hui, c'est transformé en centre d'accueil pour accueillir les civils et les soldats. Et boum! 10 jours plus tard, un centre commercial de Kiev se prenait un énorme missile russe sur la tronche. Alors je ne sais pas s'il s'agit du même, mais la Russie affirme qu'il servait de dépôt d'armement et de munitions, et visiblement de base pour des lance-roquettes multiples. Sur ces vidéos, on peut voir l'un de ces lance-roquettes tirer depuis une position, puis reprendre la route en direction du centre commercial. Le petit appentis qu'on voit sur la droite servait visiblement de parking pour les blindés. Et c'est précisément cette zone qui a été visée par le missile russe. Si c'est le même, ou s'il ressemble à ce qu'on a vu dans le reportage de France 2, ce centre commercial était devenu un bâtiment militaire. Mais la frappe sera quand même présentée dans les médias occidentaux comme une attaque gratuite contre un bâtiment civil. Les Russes veulent empêcher les Ukrainiens de faire leur shopping du week-end. Ils sont vraiment très méchants. Point 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. On m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus. Donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord. Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus, d'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Tout ça pour dire une évidence finalement, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre le civil et le militaire dans une guerre. Les combats ne se déroulent pas dans les casernes. Donc le risque pour les civils d'être victimes d'erreurs ou de dommages collatéraux, il est consubstantiel à la guerre.
Et puis au-delà de ça, il y a en plus les petits problèmes de crimes de guerre de l'envahisseur, les bataillons nazis qui ont été largement accusés d'empêcher les civils de quitter les zones de guerre pour s'en servir comme bouclier humain. Et puis il y a des missiles ukrainiens qui tombent sur des civils dans le Donbass, sans qu'on sache exactement ce qu'ils visent. Bref, vous avez compris le tableau, les civils sont au milieu du conflit et toute aggravation du conflit conduit à une aggravation de la situation des civils. Faut vraiment être le PNJ de base pour imaginer que les livraisons d'armes vont améliorer la vie des gens sur place. C'est... Faut être con, hein. Ça sert juste à aggraver le conflit pour faire chier les Russes. Point. Ça sert aussi aux armées européennes, notamment dans les pays de l'Est, à se débarrasser de vieux matériel sous couvert de générosité, transformant le champ de bataille en musée vivant de la guerre froide. Quant aux équipements plus modernes, il peut y avoir un écart important entre ce qui est promis et ce qui est vraiment livré. Il peut aussi y avoir des petits problèmes de délai de livraison, ou tout simplement de pénurie. Les pays européens fonctionnant avec les munitions comme avec les masques, c'est-à-dire en flux tendu, on est vite arrivé au fond des stocks. Avoir des armes c'est une chose, mais l'approvisionnement, le stockage sur place et la distribution des armes posent aussi problème. Faut d'abord s'assurer qu'elles ne tombent pas dans la main de trafiquants, dans un pays qui était quand même la plaque tournante du trafic d'armes en Europe dans les années 90. Dernièrement, le chef d'Interpol a vivement encouragé les pays fournisseurs à tracer et à surveiller les armes qu'ils livrent, car on sait d'expérience qu'elles feront l'objet d'un trafic massif à la fin de la guerre. Une tâche jugée délicate selon certains, voire impossible. C'est une illusion de penser que dans un contexte de guerre, on peut contrôler les armes qui circulent. En ex-Yougoslavie, les armes qui étaient utilisées il y a 30 ans le sont toujours. Donc ces armes que vous voyez en Ukraine en ce moment, elles resteront dans la région, entre les mains de toutes sortes de personnes, des organisations criminelles ou autres. Confirmation d'un haut gradé français, un peu effrayé par cette perspective. Quand on verra des braquages de banques au missile américain Javelin, on va moins rigoler. Oh, bah ça alors? Il semblerait qu'on puisse déjà se procurer sur le Darknet des missiles anti-char Javelin en provenance d'Ukraine pour 30 000 $. On trouve aussi des gilets pare-balles, des grenades, des armes de poing, des fusils d'assaut, et pourtant la guerre est loin d'être terminée. Outre la question des trafics, dont on s'occupera plus tard, pour le moment c'est la guerre, et il faut s'assurer que les Russes ne vont pas détruire ou capturer les armes trop facilement. Alors en Italie, des gros malins ont eu la bonne idée de maquiller les caisses d'armes en chargement humanitaire, expédiées depuis un aéroport civil. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est illégal et dangereux. C'est dangereux! Comme l'a souligné le syndicat des travailleurs de l'aéroport, qui a refusé de charger les caisses. Il ajoute que ces avions atterrissent d'abord dans les bases US-OTAN en Pologne, puis les cargaisons sont envoyées en Ukraine, où elles sont finalement bombardées par l'armée russe, entraînant la mort d'autres travailleurs employés dans les bases touchées par les attentats. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements, j'étais à 500 mètres d'un missile qui atterrit, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe? Eh bien, il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Donc ils arrivent la nuit, je vous donne un exemple, ils arrivent la nuit, ils ouvrent un local, parce que les gens ils sont là, ils vont s'en apercevoir. Pas forcément, parce que y a beaucoup de camionnettes civiles, comme des HL, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez pas? Ils mettent des caisses d'armement dedans, et ils mettaient dans des immeubles civils, habités civils, ou sinon collés à des habitations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lviv? Des drones ou je sais pas quoi à repérer, ils ont bombardé. Résultat des courses, 8 civils morts, 2 enfants à l'hôpital, il me semble qu'il y a eu un enfant qui est mort. Ah, les Russes, ils ont tué. Non mais attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'armement, en plus l'armement qui vient d'Europe, est stocké à côté de civils? Vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça se servir de la population comme bouclier humain. Alors une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a trouvé des armes, qu'on les a livrées sans qu'elles soient capturées, détournées ou détruites, eh bien il faut aussi prendre en compte que les armes complexes ou lourdes peuvent nécessiter un temps de formation assez long. Il faut penser à leur approvisionnement en carburant, en munitions ou en pièces de rechange. Il faut avoir les outils et le personnel pour l'entretien et les réparations. C'est un bordel! Par conséquent, on considère que si le véhicule d'infanterie allemand fonctionne 3 semaines sur le terrain, ce sera déjà pas mal. Surtout que les munitions sont fabriquées en Suisse, un pays qui interdit à l'Allemagne d'exporter ses munitions vers l'Ukraine.
donc on sait pas trop ce qui va tirer l'engin. D'ailleurs, je sais même pas s'il a été livré au final. Il faut donc se limiter à des armes simples, ou bien à du matériel soviétique qui est déjà utilisé par l'armée ukrainienne, ce qui limite la capacité de ces livraisons à faire une vraie différence sur le terrain. Cependant, il faut noter que des instructeurs de l'OTAN ont formé plus ou moins discrètement des unités de l'armée ukrainienne depuis 2014 dans le cadre de l'opération Unifiée, y compris des bataillons de type Azov, Haïdar et compagnie. Ces bataillons ont d'ailleurs adopté les normes OTAN depuis leur création, et toutes ces unités formées sont sûrement plus à l'aise avec le matériel otanien qui est déversé sur l'Ukraine depuis des années, comme Gabriel Attal a fait l'erreur de le rappeler. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Il vient tout simplement d'avouer que la France s'est torchée avec les accords de Minsk qu'elle avait la charge de faire respecter, et c'est bien l'échec de ce processus de discussion qui a mené à l'aggravation du conflit. Donc il n'y a pas de quoi se vanter. Pour terminer avec ce chapitre, il faut souligner que les livraisons d'armes ne sont pas forcément gratuites, bien qu'elles soient toujours présentées comme une aide dans les médias occidentaux. Par exemple, les États-Unis ont remis en place le système du pré-buy de la Seconde Guerre mondiale. Pour faire simple, le pays client peut rendre le matériel à la fin du conflit et ne payer que ce qui a été utilisé ou détruit, en plus d'éventuels frais de location selon les conditions des contrats. Ça veut dire que les Ukrainiens survivants découvriront à la fin du conflit quel était le prix de l'aide des États-Unis pour qu'ils aient les moyens matériels de défendre les intérêts des États-Unis. Et comme dirait Bruno Le Maire, il faudra rembourser. Donc les pays de l'OTAN forment une partie de plus en plus large de l'armée ukrainienne. Ils fournissent des armes, du financement, des moyens de communication avec Starlink et des informations recueillies avec des AWACS, des radars et des satellites. Des témoignages indiquent qu'ils fournissent aussi l'encadrement des unités de mercenaires étrangers, et certains soupçonnent même l'OTAN d'être le véritable centre de commandement de l'armée ukrainienne. Je viens de passer 8 jours en Ukraine, là, et j'ai accompagné des volontaires français. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un certain nombre... Il y a eu un appel au début du président Zelensky qui a demandé à des volontaires internationaux qui souhaitaient, qui avaient des expériences de combat. Et donc, j'ai accompagné 3 Français. J'ai passé plusieurs jours avec eux, et j'ai eu la surprise, et eux aussi, de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l'armée ukrainienne, eh bien, c'est les Américains qui sont à la manœuvre. C'est-à-dire que nous, on a failli se faire arrêter. On a été confronté à un Américain qui est venu nous dire « Ici, c'est moi qui commande ». C'est pas les Ukrainiens qui commandent, c'est moi qui commande. Je parle de la formation et de l'enrôlement dans l'armée ukrainienne de volontaires internationaux. Voilà. Le type m'a même donné son nom. C'est un ancien de la guerre d'Irak. J'ai fait mes vérifications. C'est un reportage qu'on peut retrouver dans le Figaro Magazine de cette semaine. J'ai été extrêmement surpris de la violence des propos de cet Américain, du fait qu'il nous a pris pour des volontaires au début. Quand il a vu qu'on était des journalistes, il nous a dit de dégager. Après, il était un peu plus... mais en l'occurrence, c'est moi qui commande. Vous enlevez les puces de vos portables, surtout les puces internationaux. On vous donnera d'autres puces, etc. Et ensuite, on signe un contrat jusqu'à la fin de la guerre. Et qui est à la manœuvre? Eh ben, ce sont les Américains. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas, alors, ce n'est pas l'armée américaine officiellement. J'ai compris. Évidemment, vous comprenez. On va pas le dire. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose d'assez, c'est quand même assez significatif. Moi, j'ai eu l'impression un petit peu, quelque part, que cette guerre, au-delà de l'aspect romantique, moi j'ai l'impression d'être avec les brigades internationales, et in fine, je me retrouve avec le Pentagone, quoi. Un témoignage confirmé par notre PNJ national, Florent Coury. Comme c'est un DRH sans formation militaire, il s'occupe du recrutement dans la Légion géorgienne, qui accueille aussi des volontaires étrangers. En gros, il fait la paperasse et le café pour un mec qui a l'expertise militaire nécessaire, et dont vous devinerez facilement la nationalité. Mais vous, j'imagine qu'autour de vous, il y a quand même des gens qui ont une expérience dans l'armée, parce que vous me dites, j'ai pas fait mon service, et pour cause, il n'existe plus, mais vous n'avez pas de lien avec l'armée vous-même. Comment vous jugez? Alors tout simplement, moi, mon adjoint est un vétéran de la guerre en Irak, qui a fait 4 années en Irak, et donc mon adjoint me permet d'avoir la compétence militaire pour prendre les décisions adaptées. Eh ben voyons. Le va-t-en-guerre est donc un hypocrite et un lâche. C'est un hypocrite parce qu'il dénonce la guerre de Poutine sans en dénoncer les causes et sans se soucier des autres guerres. C'est un hypocrite parce qu'il prétend défendre les civils, mais il fait tout pour aggraver leur situation. Et c'est un lâche parce qu'il n'assume pas cette position belliciste.
Ces gens veulent faire la guerre à la Russie, mais sans engager leur pays, ni leur armée, et encore moins leur propre peau. Ils vont jusqu'à rejeter le terme de co-belligérant, alors que vu l'ampleur de l'aide fournie par les pays de l'OTAN à l'Ukraine, ils méritent largement ce qualificatif. Mais la co-belligérance, c'est déjà de la belligérance, et il ne faudrait pas se mouiller, il faudrait pas qu'on puisse leur demander des comptes. Alors ils forment, ils financent, ils arment, ils sanctionnent, mais c'est pas eux, c'est seulement pour aider l'Ukraine, nous on fait pas la guerre, on fait de l'humanitaire. Moi, je crois beaucoup plus urgent, beaucoup plus important d'aider l'armée ukrainienne qui est en situation délicate. Les Ukrainiens, il y a 3 semaines, ont eu un peu une sorte d'illusion de la victoire. Ils ont magnifiquement résisté. La première phase de la guerre, on a été étonné, émerveillé par la résistance ukrainienne, et on a été profondément étonné et surpris de l'incapacité des Russes à être à la hauteur de leur réputation. Mais il ne faut pas se dissimuler que la Russie est un pays beaucoup plus puissant que l'Ukraine. Donc il faut absolument continuer, c'est ça qui compte, continuer à alimenter la capacité de résistance des forces ukrainiennes. Car ne nous y trompons pas, si les Ukrainiens perdent cette guerre, si M. Poutine il ne triomphera pas d'ailleurs durablement, car il n'arrivera jamais à pacifier durablement l'Ukraine, mais s'il a une victoire, c'en sera fait de notre présence, de notre rôle à nous, Européens, dans l'histoire. Nous jouons notre crédibilité, notre réputation, notre capacité à défendre nos valeurs. C'est un enjeu à travers l'Ukraine, c'est un enjeu fondamental pour les démocraties de l'Europe occidentale, il ne faut jamais l'oublier. Vous venez de voir Jean-Louis Bourlange, et oui, c'est le même type qui se réjouissait de la grande qualité du migrant ukrainien dont on pourra tirer profit. Faute de meilleure transition, on va faire un petit procès d'intention sur les propos de M. Bourlange qui incarne bien la mentalité du va-t-en-guerre. Il met en avant des valeurs morales pour mieux défendre des valeurs pécuniaires. Il prétend défendre la présence de l'Union européenne dans l'histoire pour mieux défendre la présence des investisseurs occidentaux en Ukraine. Car souvenez-vous qu'à la suite du coup d'État de 2014, le nouveau gouvernement putschiste pro-Union européenne avait rejeté l'aide des Russes pour se tourner vers le FMI afin de régler les gros problèmes financiers de l'Ukraine. En échange d'un prêt de 17 milliards de dollars, l'Ukraine devait se soumettre à un plan classique de libéralisation de son économie, offrant de juteuses perspectives de profit aux investisseurs étrangers, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, les infrastructures, et tout ce qui peut rapporter un peu de pognon. Donc en plus de divers intérêts géopolitiques des États, et notamment des États-Unis et des pays de l'Est, ce sont ces investissements privés qui sont aujourd'hui défendus avec l'argent des contribuables occidentaux, qui doivent soutenir financièrement l'Ukraine, payer les armes, subir l'inflation, etc. Mais ce n'est rien face à la tragédie des civils et des soldats ukrainiens dont la vie et le courage sont instrumentalisés dans une guerre dont ils ne sont pas responsables, qu'ils n'ont pas tous souhaité et dont ils ne profiteront jamais, quel que soit le résultat. Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne surent pas pourquoi ils mouraient. Il en est de même dans toutes les guerres, mais non pas au même degré. Ceux qui tombèrent à Jean Mappe ne se trompaient pas à ce point sur la cause à laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l'ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Étrangers, qui plus est. Alors ne vous y trompez pas, le va-t-en-guerre arme les Ukrainiens avec votre compassion afin de les utiliser comme bouclier humain au service de ses intérêts. En utilisant un vocabulaire basé sur les valeurs et l'humanitaire plutôt que l'action militaire directe, on évite de trop se mouiller. Parce qu'en face, c'est quand même un gros morceau. Et il se trouve que le gérontocrate en chef a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de confrontation directe. On n'est pas dans une guerre totale, mais plutôt dans une sorte de confrontation sportive de bon esprit. De cette façon, si l'envoi d'armes humanitaires permet à l'Ukraine de gagner, on aura battu Poutine. Et on pourra exploiter comme jamais une Ukraine endettée qui nous devra tout, jusqu'à sa liberté. Et surtout sa liberté. Et là, ça va être open bar, hein. On pourra obtenir des faveurs privées en échange de l'effacement des dettes financées par l'argent public des contribuables occidentaux, sans compter la captation des budgets pour la reconstruction. Ça va être merveilleux. Par contre, si c'est Poutine qui gagne, on n'aura jamais été en guerre, jamais, oula, tout juste un léger froid, quelques différences de point de vue. Allons, c'est normal que chacun défende ses intérêts, soyons fair-play. Discutons plutôt de la suite des événements, voyons comment on peut mettre tout ça derrière nous, en bonne intelligence. Et oui, parce que malgré les élucubrations des va-t-en-guerre sur les plateaux de télé, quand le grand concours de bits entre l'OTAN et la Russie trouvera son point d'équilibre, quand le rapport coût-bénéfice de la poursuite des événements sera mauvais pour les deux camps, on trouvera simplement un moyen de s'entendre.
On voit déjà des déclarations de dirigeants occidentaux rappelant qu'il est peu probable que la Russie s'effondre sous le poids de sa guerre et que tout ça se réglera sûrement autour de la table des négociations. Nul doute qu'un tel accord sera présenté en France comme une victoire des Occidentaux, un recul de Poutine face à la merveilleuse résistance ukrainienne. Tandis qu'on dira l'exact inverse en Russie, parce qu'en définitive, les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent, parce que d'autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, ça donne toujours un coup de pouce à la chaîne. A nouveau, je vous encourage à lire L'opinion ça se travaille de Serge Halimi et ces quelques bouquins de Noam Chomsky qui parlent de la propagande de guerre, entre autres choses. Ils sont disponibles sur notre boutique zoneartisanale.com. Et j'en profite pour vous dire que si vous cherchez un cadeau pour la fête des pères du 19 juin, la savonnerie Marinelle vient de ressortir ses 7 savons originaux à base d'alcool en édition limitée. Le lien est en description. Sur ce, à la prochaine!